Bien, 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 bien. Bah, on va démarrer, je pense, parce qu'on ne va pas non plus vous pénaliser pour rien. Je pense que ceux qui viennent avec du retard, bah, ils vont essayer de s'installer. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu, merci d'avoir fait l'effort. Ça fait plaisir parce que c'est de plus en plus difficile à essayer de sortir les gens de leur confort avec leur ordinateur. Ils sont généralement très forts sur les claviers, donc on va les laisser, ceux qui sont sur les claviers. Je vais me présenter rapidement, parce que c'est pas moi le conférencier, entre guillemets. Moi, je suis là juste en tant que sympathisant du Moltra et donc j'essaye de travailler avec comme là. Donc voilà. Pour ceux qui ont déjà, qui sont amis en Facebook, sur Facebook, etc. Bon, moi, je fais plutôt des petites parodies humoristiques à la base, donc ça m'a permis un petit peu d'observer un peu aussi l'activité Internet, les débats, etc. Donc ça me permet en quelque sorte de prendre un peu le pouls et puis de voir ce qui se passe comme débat. Voilà, mais je me suis rapproché un peu plus du Moltra parce que j'ai commencé à lire un peu les analyses que faisait le Moltra déjà depuis quelques années, depuis bien longtemps. Donc je me suis rapproché du Moltra parce que je trouvais la ligne intéressante et je voyais que c'était pas assez mis en avant, relayé, etc. Donc c'était surtout pour ça. Et je me suis rapproché parce que je me suis dit, bon, ce serait du gâchis, quoi. En gros, c'est pour ça. Donc, j'ai déjà fait venir, comme là pour la première fois, c'était à Taméry, la librairie Taméry. Et là, c'est une deuxième fois ici. On a essayé de trouver une date qui puisse passer. C'était compliqué aussi les week-ends, etc. Parce que effectivement, avec les fêtes, tout le monde ne peut pas être là, etc. Donc, on a choisi cette date-là. Mais bon, vous voyez, les gens, ils sont pas au rendez-vous. Ça reste sur Facebook. Donc voilà. Je vais faire court. La conférence d'habitude, la première conférence qu'on avait faite à Taméry, c'était vraiment mode débat, échange, etc. Donc quand vous êtes là, vous êtes libre de poser toutes vos questions. On aborde les sujets de manière générale, on essaie de rebondir un peu sur l'actualité, mais après on peut digresser sur d'autres sujets, bien sûr. Donc voilà. En gros, c'est ça. Je vais vous laisser avec Komla qui va peut-être présenter rapidement le Moltra et puis après, on va aborder le sujet de la conférence. Donc, le sujet, on voulait parler de la manière dont on mène le combat, la lutte africaine, et donc avec des sacrifices pour les uns et d'autres qui finalement sont dans la lâcheté, c'est le mot qu'on avait choisi. Donc, voilà. Merci à vous une fois de plus. Je vous passe comme ça. Merci. Je voudrais remercier Chris pour l'organisation. C'est pas toujours simple. Quand on sait que les seuls à organiser tout ça, moi je lui tire mon chapeau, quoi. Franchement, c'est pas facile. Ceux qui sont là, celles qui sont là, je tiens aussi à vous remercier. Le Moltra vient de la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique, que nous avions créé des jeunes étudiants au campus de Lomé en 2003. Donc il y avait des Maliens, des Ivoiriens, des compatriotes du Burkina Faso, du Niger et tout ça. Il y avait des Tchadiens aussi. Donc, on a réfléchi sur une structure qui puisse fédérer les différentes façons de voir la situation de notre continent. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, on crée une structure panafricaniste. C'est ce qui a été fait en 2003. Bon, chemin faisant, les défis et les circonstances ont fait que nous avons voulu élargir
les perspectives de cette organisation, la transformer en une sorte de mouvement. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a donné le mantra, dont je suis le secrétaire général. On essaye de faire deux, trois choses, mais c'est pas toujours évident. Bon, effectivement, on a choisi de parler des luttes qui se passent aujourd'hui en Afrique, mais la première question est de savoir si effectivement il y a lutte. Est-ce qu'il y a lutte? Oui, il y a lutte. Mais il y a lutte et lutte. Donc, je veux dire dans un premier temps que qu'est-ce que c'est que la lutte? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous sommes amenés en tant que peuple à lutter? À lutter pourquoi, contre quoi et comment, avec quels moyens, avec quel horizon, avec quelle perspective? Donc la lutte, tout d'abord, sous-entend toutes les actions menées pour atteindre un but. Donc c'est l'ensemble des actions qu'un groupe ou un homme ou un groupe d'hommes mène pour pouvoir atteindre un objectif ou un but. Et si nous ramenons la lutte définie ainsi dans le cadre proprement africain, nous pouvons dire que de tout temps, les hommes ont lutté. Tout d'abord, il faut savoir que la vie est une lutte permanente entre différentes espèces, lutte de l'homme pour dominer son environnement, pour l'apprivoiser, résister contre les bêtes sauvages, résister contre les invasions, résister contre d'autres peuples, faire en sorte tout simplement que la vie soit possible dans cet environnement-là. Donc, la lutte, ce n'est pas quelque chose qui est typiquement africain, mais la lutte, c'est une donnée fondamentale de la vie. Un peuple qui ne lutte pas, ou les espèces qui ne luttent pas, sont fatalement portées à disparaître. C'est ainsi que l'exemple des dinosaures témoigne de ce que la lutte, si elle n'est pas menée de façon adéquate dans son environnement, dans un environnement donné, une espèce est portée à disparition, peut être amenée à disparaître. Donc, la lutte, c'est quelque chose qui a toujours existé, que ce soit entre les végétaux, les animaux, les hommes, l'environnement d'une manière générale, c'est la lutte permanente. Comme je l'ai dit, les espèces qui n'ont pas pu mener cette lutte-là ont soit été dominées de façon constante, ou elles ont été tout simplement portées et disparues. Voilà. Donc, en Afrique, pour ne pas trop m'étaler dans les considérations générales, je dirais simplement qu'en Afrique, la lutte a, sous l'angle duquel nous voulons l'appréhender, nous pouvons dire simplement que les Africains ont toujours lutté depuis la nuit des temps contre les invasions extérieures. Et si nous partons de la période des razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes, pouvons nous apercevoir que les Africains ont lutté depuis cette époque-là. Mais ces luttes-là n'ont pas empêché les autres d'atteindre leur objectif. Parce que, à la fois, la proportionnalité n'y était pas, c'est-à-dire que les moyens de résistance des Africains contre les envahisseurs n'ont pas été à la hauteur des enjeux. L'organisation, on peut dire même que l'organisation n'a pas été à la hauteur de la problématique. C'est ainsi que, malgré les résistances en Afrique, les Africains ont été massivement déportés aussi bien en Orient qu'en Occident. Mais cela ne veut pas dire que la lutte n'a pas continué dans les territoires de déportation. Les luttes ont continué en Amérique, dans les îles, en Jamaïque, en Haïti. On sait très bien comment nos compatriotes qui ont été déportés en Haïti se sont battus pour pouvoir s'affranchir. Donc, l'exemple de la lutte qu'a mené Toussaint Louverture et ses camarades
hein, qui finalement a débouché sur l'indépendance de Haïti. Dans les pays d'Orient, la lutte a été menée aussi, si bien que nous pouvons simplement dire que même en territoire de déportation, les Noirs ont toujours lutté. Bon, que la lutte ne soit pas, bien n'ait pas été à la hauteur des événements, c'est une autre chose, mais la lutte a été toujours une réalité. Et puis, lorsque l'esclavage, comme tout système, était arrivé à son apothéose et devait connaître sa fin, ce système esclavagiste a été remplacé par le système de la colonisation. Là aussi, il y a eu des résistants. Il y a eu des résistances qui ont été organisées en Afrique, des luttes qui ont été menées. Nous savons que la colonisation en Afrique n'a pas été de tout repos. C'est des guerres qui ont été menées de façon massive contre les Africains, pour pouvoir briser toutes les structures en place, maîtriser les royautés, les grands résistants, pour pouvoir mettre la main effectivement sur l'Afrique. Donc, là aussi, on a connu des résistants ou des luttes qui ont finalement débouché sur la domination coloniale. Des gens ont été déportés, certains résistants africains ont été déportés dans les territoires d'outre-mer, d'autres en Algérie, etc. Bon, voilà. Donc, la lutte a été toujours menée. Après, il y a eu la troisième phase de la lutte en Afrique, c'est la période qu'on peut qualifier de la résistance proprement dite face au système colonial qui est installé, qui est finalement installé. Donc, il va y avoir d'autres résistants, d'autres luttes qui vont être menées. Et cette lutte-là va conduire à ce qu'on appelle communément les indépendances. Est-ce que ces luttes ont été à la hauteur des enjeux? Aujourd'hui, on peut voir si ces luttes-là ont été à la hauteur des enjeux. On peut voir aujourd'hui la situation de l'Afrique pour juger effectivement de l'efficacité de ces luttes-là. Bon. Donc, cette troisième vague de résistants et de lutteurs a engendré des gens comme Lumumba, les Nkrumah, les Sylvanus Olympio, les Boganda. Jusqu'à 140. Oui, jusqu'à 140. Et puis, il y a le peuple, disons d'une certaine façon, qui opérait pour pouvoir mettre fin à cette domination. Bon. Mais nous luttons contre des gens, contre un système qui aussi a sa façon de combattre. Et c'est ainsi que aujourd'hui, on peut juger de l'efficacité de ces résistances. Aujourd'hui, on voit clairement que ces luttes n'ont pas abouti. Et nous, cette génération, nous sommes confrontés à cette réalité-là, qui est que les luttes, ou bien la lutte qu'a engagé la génération précédente, c'est-à-dire la génération de nos pères, la génération de nos grands-pères, la génération de nos ancêtres, cette lutte-là nous est en quelque sorte parvenue. C'est une sorte de passation de flambeau, de témoin. Et nous, maintenant, quelle est notre attitude? Est-ce que nous comprenons effectivement qu'il y a lutte, qu'il y a nécessité de lutter? Et si nous comprenons qu'il y a nécessité de lutter, quelles sont les armes dont nous disposons? Comment nous les organisons? Et quelles sont les échéances? Parce que quand on ne peut pas lutter dans le vide, il faut avoir quand même un agenda, un planning. On sache que demain, on va faire ci ou ça. Bon, après, si on n'a pas atteint tel objectif, comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on corrige ça, bon, et tout ça. Mais est-ce que nous arrivons à nous poser toutes ces questions? Franchement, je peux dire que le bilan est totalement catastrophique. Parce qu'on ne peut pas appeler les Africains sur des thématiques comme celle-ci et obtenir le résultat que tout le monde est en train de voir. Ça veut dire que nous ne comprenons même pas qu'il y a un danger, qu'il y a une lutte à mener. Et à partir du moment où les gens ne comprennent pas, ne voient pas la nécessité de lutter, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En fait, moi je pense que les gens, ils sont
Bon, il y a quand même une partie qui est complètement endormie. Bon, je pense qu'il y en a même qui sont complètement irrécupérables, il faut les laisser là où ils sont. Mais il y a quand même une partie, ils savent qu'on est dans une. Excuse-moi du terme, mais on est dans une merde noire. Mais on n'a tout simplement pas de courage. Et moi, c'est ça mon problème, je ne sais pas comment insuffler le courage à ces gens-là. Bon, donc, on y viendra. Ce que je veux dire, c'est que l'absence de lutte, être partisan du moindre effort, ça a déjà eu des conséquences en Afrique. Le fait que nous ne soyons pas capables, nous n'ayons pas été capables de lutter efficacement, de défendre effectivement notre environnement, de par le passé, on a déjà connu des conséquences douloureuses. C'est le cas de l'esclavage et de la colonisation qui continue d'ailleurs. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la merde totale. On est dans la merde totale parce que si l'histoire, si ces faits historiques graves que constituent les razzias négrières et la colonisation n'ont pas suffisamment renseigné les Africains pour qu'ils soient beaucoup plus proactifs, beaucoup plus entrepreneurs, beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus soudés, beaucoup plus euphoriques. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Si même les chaînes ne nous ont pas renseignés, si les chaînes qui nous ont été mises aux pieds, au bras et tout ne nous ont pas renseignés, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est aussi un problème d'éducation. Oui. Donc, les luttes en Afrique, si elles avaient été bien organisées et tenues fermement, on aurait pu aboutir à la situation asiatique aujourd'hui en Afrique. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Afrique? Rien du tout. Non, rien du tout. Bon, les plus optimistes veulent bien voir en Afrique quelque chose de florissant, quelque chose qui permette d'espérer, bon voilà, il faut pas, voilà, émergence, il faut pas voir le verre à moitié vide, il faut plutôt le voir à moitié plein. C'est-à-dire ce genre de formules qui nous permettent de... C'est bien, hein, ça entretient le corps, ça entretient une partie du cerveau, sauf que c'est pas comme ça qu'on arrive à des états réellement capables d'influencer la politique internationale, les rapports de force dans le monde aujourd'hui. Donc, je disais que en Afrique, les luttes ont été, mais ces luttes n'ont pas abouti. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut dire que la mobilisation populaire n'a pas été à la hauteur des événements, des enjeux. Même si l'Afrique a payé un lourd tribut dans ces phases historiques, il n'en demeure pas moins vrai que ces luttes-là n'ont pas été à la hauteur des événements. Ensuite, l'Afrique n'a pas été capable de forger des instruments, des outils, des armes qui pouvaient lui permettre de résister efficacement. Donc, par rapport à la puissance de feu de l'ennemi, l'Afrique a opposé une résistance molle, à la limite... c'est comme l'armée libyenne face à l'OTAN, quoi. Vous imaginez, voilà. Tout simplement parce que nous n'avons pas été prévoyants. C'est ça la vérité aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas été prévoyants, on ne voyait pas. C'est-à-dire que chez les Occidentaux, l'homme était un loup pour l'homme. Alors qu'en Afrique, bon, l'homme était un remède pour l'homme. C'est-à-dire que, bon, voilà, déjà on l'a vu en Égypte antique lorsque les Égyptiens ont permis aux Grecs de s'introduire, de pénétrer les temples pour pouvoir apprendre la science. Et une fois qu'ils ont acquis les connaissances qu'il fallait, ils sont partis, ils les ont exploités, ils sont passés de la connaissance théorique à l'application. Ça a donné la Grèce, la Rome surarmée et tout ça qui pouvait aller au-delà de ses frontières, conquérir d'autres peuples, les soumettre, les faire travailler gratuitement. Donc, on n'a pas été prévoyant. Ce qui a fait que, bon, on n'a pas pu résister efficacement contre tous ces phénomènes-là. Aujourd'hui, la réalité est que nous sommes une génération qui est heureuse dans la dispersion, très dispersée, très dispersée. Les quelques rares mouvements qui essayent de rassembler, on a beaucoup de mal, parce que
beaucoup d'Africains pensent qu'on est à une époque où tout est égal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, on est à l'ère de l'Internet, chacun peut venir écrire sur Internet, donc il détient une part de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité absolue, mais il n'y a que des vérités. Il n'y a que des vérités. À partir de ce moment-là, on ne peut pas fusionner les gens, on ne peut pas fusionner les luttes. Parce que la vertu de la vérité absolue, c'est de rallier à elle tous les esprits. Or, à partir du moment où il n'y a plus de constat commun, de diagnostic commun, de vérité absolue commune, c'est terminé. Donc, sur Internet, chacun vient écrire sa vérité. Et puis, quand vous dites non, mais c'est pas ça, essayons de... On dit, ah, mais vous croyez que c'est vous seuls qui avez compris? Bon. Or, face au défi, il n'y a qu'une solution. Le défi n'a pas plusieurs solutions. Il n'y a qu'une solution. Et les lois de l'histoire montrent clairement qu'à partir du moment où un peuple est tombé sous la domination d'un autre, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est d'engager la lutte. C'est d'engager la lutte. Et cette lutte peut prendre plusieurs générations. Elle peut prendre plusieurs années, parfois même des siècles. Mais à terme, entre le dominateur et le dominé, ou les dominés qui sont organisés, les dominés finissent toujours par triompher. C'est une loi de l'histoire. C'est une loi de l'histoire qu'il faut connaître. Donc, dispersion, relativisme dans l'analyse, donc chacun a sa vérité, on est tous égaux. Disons même que c'est une sorte de démocratisme, quoi. C'est-à-dire que les gens, on est en démocratie, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà, c'est l'addition de toutes ces vérités, hein, qui parfois sont des sophismes, qui aboutissent à la vérité. Mais non, il y a une distinction entre l'erreur et la vérité. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens répètent une erreur que ça va devenir une vérité. La réalité de l'Afrique aujourd'hui est que nous sommes un continent sous domination. Et face à cela, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. C'est la lutte organisée. Qu'on le veuille ou non, les Africains peuvent vouloir renverser toutes ces lois de l'histoire. Les Africains peuvent vouloir réinventer l'eau tiède. Ils n'y parviendront pas. Parce que tous les peuples qui aujourd'hui font l'histoire, qui imposent leurs lois dans les relations internationales, ces peuples sont passés par la phase de la lutte à partir du moment où ces peuples sont tombés sous la domination d'autrui. La France où nous sommes. Les Noirs ont toujours une façon très simpliste d'aborder les choses. Bon, très bien. La France est un pays de liberté aujourd'hui. Sauf qu'on oublie que la France a mené des luttes, des révolutions sanglantes pour pouvoir arriver à ce stade. La Suisse, la même chose. Les États-Unis, c'était une colonie britannique, anglaise. Et ces gens-là, c'était même des Anglais, c'était encore des Anglais, hein, qui se sont rebellés contre la métropole pour échapper à sa domination. La Russie, la Chine a fait plusieurs révolutions. Mais non, les gens sont assis sous le capotier, hein, et ils attendent que les Chinois viennent construire l'Afrique pour nous. Et puis il y a des gens qui vendent ça. Non, non, la Chine. Mais non, je pense que j'ai pas envie de parler ce soir parce que j'ai envie de vous écouter plutôt. Parce que j'en ai assez. J'en ai assez. De toute façon, même s'il va abandonner dans 6 mois, il va prendre des vacances, mais il va revenir. Donc, dispersion, agenda, dispersion, relativisme, tout est égal, il n'y a pas de vérité absolue, tout le monde peut diriger, tout le monde est chef, tout le monde crée son truc, la multiplication des chapelles, et puis il y a ce que j'appelle l'agenda personnel, c'est-à-dire que à chaque fois,
bon, chacun essaye de tirer ses marrons du feu. C'est que bon, même si les Noirs, d'une façon générale, ah ça va pas, mais moi je vais essayer quand même de glaner un peu de miettes du système. Et puis bon, moi je vais construire une petite maison pour moi, bon, mes enfants et moi, bon, je les mets à l'abri du besoin. Mais ça ne fait pas un peuple. Ça ne fait pas un peuple. Ça ne fait pas un peuple. Même quand un Noir est président des États-Unis, ça ne change absolument rien dans la situation du peuple noir. Non, mais supposons qu'un Noir typique, j'ai dit que Noir à 100%, d'un président des États-Unis, ça ne change absolument rien dans la situation de notre continent. Donc, je veux dire que ça ne fait pas un peuple. L'addition des individualités. L'addition des individualités ne constitue pas un peuple. Un peuple, c'est un projet. Un peuple, c'est un projet commun, partagé, une vision de l'histoire. Hein? La gravité dans la conception même de l'histoire. La gravité, il faut être grave. Un autre problème qu'on puisse identifier aujourd'hui dans la position de notre génération, c'est la non-identification du but. C'est corrélé à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le but collectif n'est pas formulé, n'est pas identifié, chacun est dans son coin, chacun fait son petit business, chacun fait son petit commerce, en attendant que le tsunami arrive et l'emporte tout ça. Et donc, notre génération est en quelque sorte caractérisée par ce que j'appelle les maladies de la volonté. Les maladies de la volonté qu'on peut décliner comme la peur, le manque de courage, le refus. Hein, ce n'est même plus l'ignorance, hein, parfois même c'est le refus de voir la réalité. Le refus de voir la réalité. C'est-à-dire que cette réalité, vu sa complexité, vu que cette réalité, quand on prend la peine de l'analyser, se transforme vite en défi, eh bien, non mais chacun, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà. Comme ça, personne n'est responsable. Je n'ai pas compris le problème, pourquoi veux-tu que je cherche les solutions? Je n'ai pas compris le problème. Donc, c'est la culture de l'excuse. On est dans la culture de l'excuse, hein, des échappatoires. Chaque fois qu'il y a un petit problème, non, on vient. Aujourd'hui, nous séjournons ici. Nous séjournons dans la cuisine même de nos dominateurs. Et ça ne nous fait même pas honte. Ça ne fait même pas honte. On veut faire venir toute la famille d'ailleurs. Si on avait la possibilité, on pouvait faire venir tout le monde. Ça ne nous fait même pas honte. Et en plus, non seulement ça ne nous fait pas honte, tu vois encore les Noirs s'extasier dans les transports en commun de ces gens-là. Tel que tu vois les Noirs au téléphone. Je venais tout à l'heure de la Suisse. Dans le train, il fallait voir une compatriote du Cameroun qui, au téléphone, criait tellement que... Et puis il y a les Blancs qui venaient lui dire, mais non, vous ne pouvez pas... Non, elle continue. Ça montre que nous... Non, on ne prend pas encore la mesure de la gravité de la situation. Donc les maladies de la volonté, la peur, hein, la fuite en avant, hein, le clanisme, hein, on se réfugie dans le plus petit espace possible. C'est-à-dire ah non, mais association des ressortissants de tel village, bon donc, voilà, c'est-à-dire qu'on n'élargit jamais les perspectives. Puisque quand on s'y risque, on voit que non, personnellement, cela demande un engagement physique et ça fait peur. Ça fait peur. Donc, voilà, maladie de la volonté. Ce que j'appelle même, en termes cliniques, même on appelle une autre maladie qui s'appelle l'asthénie. C'est l'asthénie. C'est être fatigué avant même de faire l'effort. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on est fatigué. D'ailleurs, on n'a même pas encore commencé. On est déjà fatigué. Voilà. Ah non, on a trop lutté en Afrique. Maintenant, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est-à-dire, on a tout fait. Vous avez vu les Lumumba, les Sankara, tout ça n'a rien changé. Donc, on est fatigué. On ne peut plus rien faire. Seul Dieu peut nous sauver. Et cela se traduit même par une autre astuce chez beaucoup d'Africains, c'est de dire non, non, nous, notre génération ne peut rien faire, c'est les générations futures qui vont révolutionner les choses. Voilà. Chaque génération a sa mission. Quelle est notre mission?
Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on connaît d'abord cette mission? Est-ce qu'on l'a identifiée? Est-ce qu'on l'assume avant de renvoyer les générations futures à leur propre responsabilité? Mais non. Et ensuite, ce que j'appelle aussi la conception enfantine, fataliste de l'histoire. Non, non, le monde est déjà fait, on ne peut plus rien. Quelqu'un, une fois, il m'a dit, comme là, c'est bien ce que tu fais, mais malheureusement, le sort de l'Afrique est scellé, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, quoi. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc, conception fataliste de l'histoire. Ou enfantine, c'est-à-dire c'est le fait toujours d'attendre que les autres viennent faire le travail à notre place. C'est-à-dire qu'il y a une petite horde de djihadistes au Mali. Ah non, non, la France, c'est la France qui nous a colonisés, donc elle a tous les droits de venir nous sauver. Bon, le maire de la ville de Gao, il vient sur RTL, chez Jean-Michel Apathy, il dit, ah, mais nous, on a été colonisés par la France, donc la France a le devoir de nous sauver. Mais, donc, bon, écoutez, on est toujours dans ça. Il y a un petit problème en Côte d'Ivoire, non, on appelle l'armée française. Bon, l'armée française vient bombarder, bon, voilà. Donc, allez, quels que soient les camps en présence, il y a cette dominance, tout le temps, cette vision enfantine de l'histoire, où nous-mêmes ne prenons jamais nos responsabilités, on les renvoie toujours aux autres, bon, voilà. Hein? Maintenant c'est la Chine. Maintenant, c'est la Chine qui doit relever le défi du développement, entre guillemets, de l'Afrique. C'est-à-dire que on part du constat que les Occidentaux qui auraient dû conduire l'Afrique par son progrès ne l'ont pas assumé, ne l'ont pas fait. Donc, maintenant, c'est les Chinois, c'est aux Chinois de le faire. C'est aux Chinois de le faire pour nous. C'est-à-dire que la Chine est en quelque sorte mandatée pour venir doter l'Afrique de tous les attributs de puissance et repartir. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça que j'appelle la conception enfantine de l'histoire, ou la vision fataliste de l'histoire. On se dit, bon, de toutes les façons, on ne peut plus rien faire. Vous imaginez quelle résistance vous pouvez opposer à toutes ces grandes armées du monde. Hein, aujourd'hui, la guerre est informatisée. Bon, les gens ne viennent même plus sur le terrain combattre. Ils sont dans une petite cabine, ils appuient. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire face à tout ça? On oublie que la technologie ou les armées, là on revient encore à une des lois de l'histoire, c'est que les armées envahissantes n'ont jamais triomphé de la résistance. Jamais. L'Amérique latine, c'est aussi un des cas. La Palestine aujourd'hui, hein, quoi qu'on dise l'Afghanistan, voilà, l'Irak, hein, même la Libye, hein, même la Libye, on le voit, c'est difficile d'arriver à abattre comme ça un peuple qui entre en résistance. Bon. Et effectivement, notre génération est caractérisée aussi par la rupture de la mémoire historique. C'est-à-dire que les résistants d'hier ne nous inspirent pas. Hein? Les Samoris, les Béhanzins. Parce que, à la fois, l'école, l'église, et puis nous-mêmes, notre désir de faire corps à l'histoire universelle fait que nous n'avons pas ces gens-là, ces noms-là en mémoire, toutes ces ouvertures. Les Noirs qui ont résisté, on n'a pas tous ces noms-là en mémoire. Steve Biko. Et donc, la rupture de la mémoire historique fait qu'il n'y a plus de lien direct entre nos ancêtres, nos prédécesseurs et nous. Ceux qui ont résisté hier, ceux qui ont fait la résistance, même si aujourd'hui on se réclame, il y a une partie de la jeunesse africaine qui se réclame des idéaux de Sankara, de tout ça, cela ne se traduit pas forcément par un engagement physique, puisque cela a coûté la vie à Thomas Sankara. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient dans la situation de Sankara, c'est-à-dire soient dans le courage qu'a eu Thomas Sankara à l'époque, c'est-à-dire d'aller jusqu'à risquer sa vie, concrètement ça. Beaucoup de gens disent, ouais, bon, c'est bien, on peut s'engager jusqu'à un point. Mais aller au-delà, non. Si notre vie doit être sacrifiée sur l'autel de la renaissance de l'Afrique, non, nous, on ne peut pas. On veut bien faire quelque chose, c'est-à-dire on veut bien, en tout cas dans la diaspora, collecter de vieux lits
Et voilà, tout ça envoyé en Afrique. Mais bon, au-delà de ça, bon, on peut pas. Vous voulez que j'aille affronter les balles des dictateurs africains? Non, non, je peux pas. Voilà. Donc, il y a effectivement cette rupture de la mémoire historique aussi qui joue beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, le défi n'a qu'une réponse. On peut ergoter, tourner autour du pot. Ça va prendre 1000 ans. Les Africains seront obligés de revenir à cette loi fondamentale de l'histoire, qui est que lorsqu'un peuple est tombé sous la domination d'un autre, il n'a qu'une réponse, c'est la réponse de la résistance organisée. Voilà. Sans ça, rien ne se fera. Cette rupture de la mémoire historique peut être aussi déclinée en ce que j'appelle l'esprit des proverbes. Dans le territoire du Togo, il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut mal vivre que de mourir ». Voilà. C'est-à-dire la mauvaise vie, si je traduis littéralement, c'est la mauvaise vie vaut mieux que la mort. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on est en face des difficultés, au lieu de lutter, on va tout trouver dans la science, dans les proverbes africains, dans les sagesses d'Afrique, quelque chose qui va correspondre exactement à notre lâcheté. C'est-à-dire qu'on va tout dire, ah non, je sais pas comment ça se dit au Tchad, ou je sais pas. Mais au Togo, c'est toujours la mauvaise vie vaut mieux que la mort. Voilà. Il vaut mieux vivre mal que de mourir. Comme quoi, la vie, dans n'importe quelle condition, vaut la peine d'être vécue. Voilà. Voilà. Oui. Donc, moi, je veux bien qu'on s'en prenne chaque fois au système, qu'on dise les églises, l'islam, tout ça, bon, les États-Unis, le sionisme, bon, tout ce qu'on veut. Mais au moment donné, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes aussi. C'est d'abord ça la question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement face à tout ça? Au lieu de se réfugier dans les proverbes, dans les sagesses, dans les micro-organismes ethniques, villageois, il faut avoir une perspective beaucoup plus large. Bon. Toutes ces questions sont ce que j'appelle les maladies de la volonté, qui vont de l'irrésolution. Donc, on n'est jamais déterminé sur la question. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, puisqu'on n'a pas décidé véritablement d'affronter la situation dans l'irrésolution et la nature changeante. Donc, tu vas avoir des gens qui sont là, qui sont motivés aujourd'hui, mais demain, ils retombent dans les mêmes travers. Ils retournent à leurs premiers amours. J'ai rencontré pas mal de gens en qui la flamme, des gens qui sont venus me voir, non mais on a compris, on veut s'engager, mais le lendemain, ils disparaissent. Ils disparaissent, ils retombent dans le même travers. Tout ça parce que nous avons mis notre cerveau à la libre disposition de l'ennemi. C'est le cas des écoles, l'école en Afrique. L'école en Afrique n'est pas quelque chose d'anodin. L'école en Afrique, c'est quelque chose qui a été pensé par le colon. Et ça, on l'oublie souvent. On n'arrive pas à analyser très bien la situation de l'école africaine. C'est-à-dire que si on l'analyse, on dit, bon, moi j'ai souvent entendu que l'école ne correspond pas aux besoins, il y a une inadéquation entre la formation et les besoins en Afrique. Non, l'école africaine, elle doit être d'abord analysée en termes d'instruments de domination. C'est comme ça qu'elle est parvenue en Afrique. D'abord par les pères blancs, et ensuite laïcisée à partir de 1855 par ce qu'on a appelé l'école des otages, qui a été créée par Faidherbe au Sénégal. Et lorsque l'école des otages a été mise sur pied au Sénégal, c'était en 1855, Faidherbe et les coloniaux allaient capturer les enfants des rois africains pour les former dans les valeurs françaises. Faire en sorte que ces enfants fréquentent, disons, soient malaxés dans la culture, soient imbibés de la culture occidentale, dans ce qu'elle a de plus mauvais, pour que ces enfants, finalement, n'opposent pas la même résistance
hein, que leurs prédécesseurs, que leurs parents. C'est ça l'objectif. Et progressivement, l'école va être vulgarisée, va être massifiée. Et donc, les Africains vont adhérer volontairement à ce projet. Ce qui fait que, quelques siècles plus tard, on ne va même plus chercher les Africains pour les former. Ce sont les Africains eux-mêmes qui viennent, qui apportent leurs enfants à partir de 5 ans déjà. C'est terminé. Il y a une rupture. La racine est coupée. C'est l'enfant, au lieu de grandir avec ses valeurs, les mœurs de la société, tout ça, mais non, on va l'incorporer dans le projet français. Il sera arraché de son environnement immédiat et sera confronté à des réalités qui ne sont pas les siennes. Et en grandissant, effectivement, il y a rupture, il y a hiatus. On n'arrive plus à retrouver nos racines. Ce qui fait même que les Occidentaux, bien les Européens, ont réussi à recréer la société africaine d'une manière générale et ont édicté de nouvelles normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est-à-dire à partir du moment où l'école coloniale a pris racine en Afrique, pour pouvoir travailler ou bien compter dans la société africaine, il faudra sortir de l'école de l'homme blanc. C'est-à-dire que l'Africain qui fait l'histoire de l'Afrique n'est plus l'Africain qui vient de la matrice africaine, mais c'est l'Africain qui sera fabriqué ailleurs. Voyez? Donc, il y a une nouvelle société qui est créée. Pour pouvoir être aux responsabilités en Afrique, aujourd'hui, il faut d'abord se prêter au jeu de la transformation opérée par l'école coloniale. Et on l'accepte. Jusqu'à présent, nos générations l'acceptent aussi. Si bien même que quand quelqu'un vient parler au nom de l'Afrique, on lui demande, ben, tu as fait quelle étude? Quelles sont tes références? Quelles sont tes références? Tu as quel doctorat? Si bien même que on le fait même inconsciemment. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, bon, le gars vient, il va exhiber. C'est-à-dire, sa légitimité, c'est d'avoir été à l'école coloniale. Pour pouvoir parler de l'Afrique, il faudrait qu'il ait acquis les instruments de l'école coloniale. Sans ça, il est illégitime. Sans ça, il est illégitime. Voilà. C'est là que la question des sacrifices intervient. C'est là que la notion des sacrifices intervient. Je l'ai dit, la génération précédente a fait d'énormes sacrifices. Il y a des gens qui sont morts. Les Oumyobé, les Sankara, même avant eux. Au temps des Raja Négrière, le nombre de personnes qui ont été assassinées, les résistants qui ont été jetés dans l'océan, des bateaux, tout ça. Ces gens-là se sont sacrifiés. Mais nous voyons que leur sacrifice n'a pas payé. Leur sacrifice n'a pas payé. Et aujourd'hui, comme nous souffrons des maladies de la volonté, que nous développons des phénomènes acquis par la fréquentation d'autres cultures, par l'acceptation, parfois même c'est volontaire, ce n'est même plus qu'on nous impose certaines choses, mais on les accepte parce qu'on a été conditionné pour accepter tout ça. Et donc la question, c'est là que je disais tout à l'heure que la question des sacrifices intervient. Le sacrifice étant entendu ici comme le prix à payer pour obtenir quelque chose à la place de ce qu'on a actuellement. C'est une sorte de renoncement volontaire ou imposé par les circonstances. Bon. Mais comment on renonce? On renonce à partir du moment où on a soi-même une perspective différente de la situation dans laquelle on vit. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas l'Afrique autrement, nous ne pouvons pas renoncer à ce que j'appelle les acquis coloniaux, c'est-à-dire nos diplômes, nos personnalités, la langue française. Les Africains sont si contents de parler le français. Chaque fois, non, c'est notre langue que viennent chercher les pays arabes, le Qatar, derrière la francophonie, c'est le tollé général, non, c'est notre langue, pourquoi le Qatar, tout ça. Donc, il faut voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Mais on ne peut faire ce calcul qu'en ayant soi-même des perspectives. Si nous ne voyons pas l'Afrique, le sort de l'Afrique autrement, il est évident, il va de soi que nous ne puissions pas renoncer à tout ça. Que nous devenions plutôt les apôtres, les prédicateurs de la domination même de l'Afrique. C'est-à-dire ceux qui travaillent à perfectionner les outils de domination de l'Afrique. Voilà.
C'est pour cela qu'il est important que nous formulions des perspectives tout autres, qui soient radicalement différentes de ce que nous avons jusqu'ici connu. Mais cela ne peut être fait que si un pas essentiel est fait dans ce que j'appelle le retrait de la possession de notre cerveau que nous mettons librement à la disposition des autres. Voilà. Le cerveau qui est le siège de la pensée et de l'action à partir du moment où il est paralysé par autrui, il ne peut ni y avoir de pensée ni d'action. C'est pour ça qu'on est là. On n'arrive pas à bouger parce que notre cerveau est entièrement mis à la disposition des autres. Je reviens d'Afrique. Ce qui m'a frappé, j'ai fait au moins 4 pays en Afrique de l'Ouest, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso. C'est que aujourd'hui, tous les pays pratiquement mettent à la disposition des Africains des bourses d'études. Dans les années 80, Alexandre de Marange, qui était le chef du service secret français, la SDEC à l'époque, c'est la DGSE, disait que la France est le seul pays européen, en tout cas le seul pays colonial, qui a eu la lucidité de former beaucoup d'Africains. Et que par le biais de cette formation, la France demeurera une puissance africaine de façon éternelle. Tant que la France va former les Africains, il est évident que les liens entre la France et le continent africain vont perdurer. C'est une évidence. Et lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il a fait un discours devant les ambassadeurs africains, je crois en 2012 ou 2013, et il disait, je l'ai bien noté, il disait que la France va augmenter le nombre de boursiers africains et que ce n'est pas une entreprise humanitaire, mais c'est un investissement à long terme. Et avant lui, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a été invité chez Jean-Jacques Bourdin et sur RMC. Il dit, bon, on n'écoute pas tout ça, hein, parce que, bon, voilà, on n'écoute pas tout ça. Il dit que la France va augmenter le nombre de boursiers africains, tout simplement parce que lorsqu'un Africain sera formé en France, lorsqu'il sera confronté au choix entre Airbus et Boeing, que, évidemment, qu'il choisira Airbus. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi est-ce que la langue est quelque chose d'important dans les relations, surtout en économie? Pourquoi est-ce que la langue a une implication directe sur l'économie d'un pays? Quand moi je vais par exemple dans un magasin, je comprends que le français. Je veux acheter un produit, je dois être capable de lire la notice, non? Ou bien, si je ne comprends pas le chinois ni l'anglais par exemple, je vais, il y a le même produit en anglais, enfin, et en français. Évidemment que je vais choisir, je vais prendre le produit dont la notice est en français. Je ne vais pas chercher un dictionnaire, je peux lire rapidement. Bon, voilà. C'est pour ça que lorsqu'un pays a perdu ce facteur culturel qu'est sa langue, ça impacte directement l'économie du pays et son avenir. Donc, nous avons mis notre cerveau, ou bien nos cerveaux, gratuitement à la disposition des autres, qui en font ce qu'ils veulent, qui font entrer leurs propres données, par le biais de l'école. Ça, c'est qu'un aspect. Les médias des grands pays sont librement accessibles en Afrique. Ils fabriquent leur image, les choses qu'ils injectent dans le cerveau des Africains, et les Africains fonctionnent avec ces données. La mise à la disposition de nos cerveaux passe aussi par ce que j'appelle notre propre attitude. Cela vient même des États-Unis, c'est-à-dire que nos compatriotes qui ont été déportés, qui n'ont jamais eu, à part quelques-uns qui sont restés sur leur terre de déportation, je pense que ça joue aussi un grand rôle
dans notre façon de percevoir le monde et l'ennemi. C'est-à-dire que à partir du moment où des gens sont venus en Afrique, ils ont capturé des Africains durant des siècles, 4 siècles ça a duré, et puis qu'une fois que ces gens sont arrivés, bon, ils se sont battus bon, jusqu'à une certaine période, et puis finalement, les nouvelles générations pensent plutôt que, bon, en quelque sorte, l'esclavage ou bien leur déportation a été plutôt un mal pour un bien quand on évalue leur situation par rapport à la situation de ceux qui sont restés en Afrique. Et ils choisissent de rester là-bas. Je pense que dans l'imaginaire d'un peuple, le fait que les gens qui ont été déportés aient finalement choisi de vivre là-bas, ça a de la résonance. C'est-à-dire que de façon subliminale, peut-être que c'est pas si mal que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très attiré par le grand large. On veut aller aux États-Unis, bon, loterie, visa, tout ça, bon, on veut aller aux États-Unis. Parce que les esclaves sont restés finalement, s'ils sentent finalement bien. À part quelques-uns qui sont revenus, hein, et qui, par le simple fait d'avoir choisi de revenir en Afrique, sont considérés comme des pestiférés, comme des gens qui sont des pervers en quelque sorte. Le cas de Carmichael, par exemple, ce qui est devenu Kwame Touré. C'est que notre peuple n'a jamais porté ces gens-là au firmament de la société. C'est-à-dire ceux qui ont choisi de revenir vraiment en Afrique, on ne les considère pas. On ne les considère pas. Ils sont considérés plutôt comme des traîtres, quoi, qui veulent montrer qu'ils sont plus africains que les autres. Bon, voilà. Donc, on ne les considère pas beaucoup. Donc, les autres ont choisi de rester. Et ça fait que, dans la perception de nos peuples, l'ennemi ou bien l'adversaire ne doit pas être si mauvais que ça, au fond. Au fond. Puisque, bon, en fin de compte, il a permis aussi à ces gens-là, sur la durée, d'avoir une situation, bon, de travailler, bon, on voit le rap américain, bon, tout ça qui influence la jeunesse africaine, etc. Les Noirs qui sont devenus, au fil du temps, certains intellectuels qui émergent, bon, des gens qui, en guillemets, ont réussi. Bon, voilà, je pense que ça joue aussi un grand rôle dans la mise à disposition de nos cerveaux de l'ennemi. Donc, je pense aujourd'hui que entre la voie du courage, la voie des sacrifices, la voie du sacrifice, la voie qui est la voie du courage, qui est la voie de la résolution, la voie de l'organisation, la voie du renoncement, ce qui n'est pas facile, il faut qu'on se le dise, et la voie de la fuite en avant, de la lâcheté, de la solution du moindre effort, qui fatalement confirme ou bien renforce les outils de domination, d'aliénation contre nous, eh bien, notre génération doit opérer son choix. Malheureusement, ce discours n'arrive pas à passer parce que on est encore dans les contingences, hein, dans la gestion du quotidien. Personne ne veut lâcher quoi que ce soit parce que, comme je l'ai dit, on manque de perspective. On manque de perspective et de profondeur. On manque de gravité historique. On manque de gravité. On manque de perspective, de profondeur d'analyse. De sorte que on puisse se dire que nos enfants ne doivent plus connaître la situation que nous autres nous avons connue, bien que nos prédécesseurs avaient connue. Mais non, on est toujours dans la voie de la facilité, de choisir les solutions du court terme. Court terme? Ah bon, l'essentiel c'est de manger. Bon, l'essentiel, bon, je dois vivre aussi. Qu'est-ce que je fais? C'est ça le concret. Mais si vous choisissez la voie du sacrifice, la voie du renoncement, la voie de l'histoire, la voie de la profondeur, hein, de la gravité, eh bien, non, peut-être que nous allons perdre physiquement et matériellement une part de notre vie ou bien de nos biens, mais à terme, l'histoire va retenir nos noms. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit que peu importe hein, ce qui se passe, mais je veux quand même laisser mon nom dans l'histoire de mon peuple. C'est ça qui me motive. Il
je veux quand même laisser mon nom dans l'histoire de mon peuple. Et je ne peux pas me contenter de voir le peuple noir dans cette situation et puis de faire fi, quoi, de faire comme si de rien n'était, et que bon, moi, je dois réussir individuellement, bon, donc je ne m'interroge pas. Moi, je n'arrive, en tout cas personnellement, je n'arrive pas à supporter tout ça. Donc, c'est à nous de puiser dans notre histoire les ressources suffisantes et nécessaires pour pouvoir éclairer nos chemins, pour que la lutte qui a été engagée en Afrique depuis la nuit des temps, en passant par les périodes des razzias négrières, la colonisation, jusqu'à nos jours, ceux qui ont payé les martyrs, que ces martyrs-là puissent nous éclairer, puissent nous motiver, puissent nous mobiliser, puissent nous amener à fédérer nos énergies et à aller de l'avant. Autrement, l'histoire sera fatale pour nous. Et elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Donc c'est à nous de voir si entre le sacrifice et la lâcheté, la voie qui nous convient le mieux. Voilà. Je sais que bon, j'ai fait beaucoup de digressions. J'espère avoir dit 2-3 choses qui lanceront le débat. Voilà. Je vous remercie.